Bonsoir. La carrière de Puccini est au zénith quand il écrit ce qui était son quatrième opéra. Avant lui, les deux opéras de jeunesse, Les Villes et Edgar, et puis la première grande réussite avec Manon Lescaut et le premier chef-d'œuvre absolu, La Bohème. Après, l'opéra qui nous occupe ce soir, ce sera Madame Butterfly, La fille du Far West, le triptyque, La Rondine et enfin, inachevé, on le sait, Turandot. Tosca est donc la clé de voûte de l'œuvre de Puccini. Car la genèse de l'œuvre fut particulièrement longue. C'est la grande tragédienne Sarah Bernard qui porta au nu la pièce du grand dramaturge français Victorien Sardou. Celui qui devait se rendre très célèbre par la pièce Madame sans gêne voit sa nouvelle pièce jouée dans toutes les capitales européennes. Après 127 représentations en une seule année à Paris, et c'est la Tosca. Nous sommes en 1889. C'est à Milan que Puccini assiste à la représentation de la pièce de Sardou par Sarah Bernard. Et c'est un choc. Il supplie Ricordi, son éditeur, d'obtenir les droits de la pièce de Sardou. Ricordi s'exécute. Pourtant, les circonstances sont telles que Puccini néglige de s'atteler au sujet, privilégiant ses nouveaux centres d'intérêt qui seront Manon Lescaut, puis la Bohème. Alors, est-ce que Tosca restera-t-elle dans les tiroirs? Non, car Ricordi, actant de la défection apparente de Puccini, la confie à Franchetti, l'auteur de Cristoforo Colombo. Puccini, se ravisant, reprenant conscience de la puissance et de la beauté de la pièce, revient à la charge auprès de Ricordi qui, se pliant de bonne grâce et subodorant le coup de génie, persuade le brave Franchetti, qui avait entre-temps obtenu les droits, que ce sujet immoral n'était décidément pas pour lui. Il récupère la Tosca et la donne dès le lendemain à Puccini. Ce ne fut pas une mince affaire que l'élaboration du livret. Illica et Giacosa, les comparses librettistes martyrs du despote Puccini en la matière, en verront de toutes les couleurs. Giacosa particulièrement détestait la pièce de Sardou. Lui, c'était le poète de la bande. Pas assez de poésie, disait-il, trop de drame. Et ce, après la Bohème, sans véritable action extérieure, mais elle, toute de poésie intérieure. Finalement, Puccini se retire dans une maison dans les collines qui dominent le lac de Massaciuccoli à Torre del Lago en Toscane, au bord duquel il a sa maison principale, pour travailler dans le silence et élaborer son opéra. C'était loin d'être fini. Assistant à la première parisienne de la Bohème, Puccini en profite pour rendre visite à Sardou, car il faut négocier ferme avec l'écrivain. Et quant aux droits que réclame Sardou, qui sont mirobolants, mais aussi pour obtenir de l'écrivain le resserrement de l'action qu'exige un livret d'opéra. Puccini tient bon, argumente, évite le final grand guignol que voulait imposer Sardou. L'œuvre fut finalement créée à l'aube encore pâle d'un siècle qui avait 2 semaines, au théâtre Costanzi de Rome le 14 janvier 1900. Malgré une cabale indescriptible, quoi qu'on en ait dit, ce fut un vif succès, et l'œuvre se propagea bien vite dans toutes les grandes villes européennes et américaines, tant du nord que du sud. L'action est censée se dérouler exactement 1 siècle avant la création de l'opéra. Nous sommes à Rome en 1800. Les Français ont établi la République romaine en 1798, mais la ville a été reprise depuis, et c'est le chef de la police, l'horrible Scarpia, qui règne en maître absolu, sadique, faux dévot, lubrique, mais homme de qualité, cultivé, esthète et jouisseur. L'intrigue se noue autour de l'affrontement violent de 2 clans. D'une part, Angelotti, le consul de l'ex-république romaine, qui s'est échappé des geôles du château Saint-Ange et réfugié dans l'église de Santa Maria della Valle, où travaille par hasard le peintre républicain, lui aussi, Cavaradossi, dont la maîtresse farouche, passionnée et jalouse est la cantatrice Floria Tosca. D'autre part, Scarpia et ses sbires, Scarpia qui pourchasse les fuyards de la République en déroute. Quand il les aura dans sa main, prêt à resserrer l'étau, c'est le plus immonde chantage qu'il proposera à la belle Floria Tosca pour épargner, dit-il, son amant.
Tosca acquiesce sous la honte absolue. Mais à tout le moins, on est sûr que Scarpia ne l'emportera pas en paradis. Elle le tue quand il se précipite sur elle, et dire que devant lui tremblait Rome tout entière, dit-elle, quand il est à terre. Pourtant, alors qu'il succombe sous les mains blanches de Tosca, la vengeance de Scarpia par-delà la mort dépasse l'imaginable du machiavélisme. Premier acte, tout se noue. La politique, l'amour, la jalousie, le désir, l'humour aussi par ce sacristain bigot et trouillard qui commence l'opéra. Deuxième acte, le rouleau compresseur du drame. Troisième acte, tout se suspend au château Saint-Ange. La prison de Rome où Cavaradossi, accusé de trahison à la patrie, attend son exécution. Le soleil va se lever sur Rome. Des quintes parallèles descendantes, éthérées et délicates rappellent étrangement le troisième acte de la Bohème à la porte d'enfer figée de givre. Un petit pâtre traverse avec son troupeau Rome endormie. Scène magnifique des cloches de Rome dans le petit matin, dont Puccini a retranscrit scrupuleusement les rythmes, les tonalités et les éloignements tels qu'on les entend du château Saint-Ange. Reproduite avec une extraordinaire minutie, à tel point d'ailleurs que, pour l'une d'entre elles, si on s'étonne de ne pas l'avoir identifiée, aujourd'hui, de ne pas pouvoir l'identifier, c'est que l'Église a disparu depuis. Le temps, comme suspendu, planant sur l'acte entier. L'air sublime de Cavaradossi, le lamento. Ces librettistes avaient prévu un adieu à l'art, la peinture, la philosophie du peintre. Puccini, un beau soir d'inspiration à Torre del Lago, balaye d'un revers de la main le texte des librettistes et en 2 minutes rédige un monstre, un canevas auquel Illica ne touchera presque pas. Non, toutes les pensées de Mario vont en ce moment vers celle qu'il aime, et la vision qui est la sienne sous les étoiles qui pâlissent en cette aurore fatale, ce sont les plus tendres moments d'intimité. Et lucevan le stelle, et luisaient les étoiles, et la terre sentait bon. Le temps qui se fige en ce troisième acte, et puis tout ce qui se précipite dans les quelques mesures du tsunami final. Tosca, 2 heures sans possibilité de respirer, le drame dans sa quintessence. Voici la Tosca. Peut-être seulement, le plus grand chef-d'œuvre de Giacomo Puccini.